C'est quand même fou, non? On passe des années, parfois des siècles, à construire des choses magnifiques, et puis, bam, on détruit tout. On finit même par faire du mal à ceux qu'on aime le plus. Pourquoi est-ce qu'un voisin super sympa se transforme du jour au lendemain en ennemi juré? Eh bien, la réponse n'est pas juste politique ou économique. Non, elle se cache beaucoup, beaucoup plus profondément, carrément dans les recoins les plus sombres de notre propre esprit. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va se baser sur une analyse vraiment passionnante tirée d'un ouvrage édité par Joseph Forgas, Harry Kruglanski et Kipling Williams. En gros, c'est un voilage exceptionnel au cœur de la psychologie sociale pour découvrir les mécanismes invisibles de l'agression. Et promis, ce n'est pas juste de la grande théorie, c'est un miroir directement tendu vers notre propre nature au quotidien. Voici notre plan de route. 1. Les racines de l'agression. 2. La frustration et l'identité sociale. 3. La violence, de nos écrans jusqu'à nos relations. 4. La psychologie des foules et des guerres. Et on finira sur une belle note d'espoir avec les chemins de la paix. On va vraiment partir de la biologie microscopique du cerveau pour remonter jusqu'aux guerres mondiales. Allez, on attaque. Section 1. Les racines de l'agression. La grande question aussi vieille que le monde. L'agression, est-ce une fatalité biologique ou bien le résultat de notre éducation? C'est le grand classique. D'un côté, on a la biologie pure et dure. Notre cerveau possède cette petite alarme, l'amygdale. C'est une sentinelle préhistorique qui déclenche une réaction en une fraction de seconde face au danger. Un vrai réflexe de survie. Mais de l'autre côté, on a la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandurand. Lui, il nous dit que l'agression, ça s'apprend. Si on grandit dans un environnement où on règle les problèmes par la force, eh bien, le cerveau observe, il imite et il valide ça comme étant la norme. Mais attention, et c'est là que ça devient génial, on n'est absolument pas prisonnier de notre biologie. C'est ce qu'on appelle la plasticité neurologique. Le cerveau peut littéralement se recabler. Grâce à la résilience, qui se construit parfois juste avec l'aide d'une seule figure bienveillante, comme un mentor ou un ami, notre esprit peut désapprendre la violence et choisir de se réguler. Section 2. Frustration et formation de l'identité sociale. Voyons maintenant ce qui se passe quand nos attentes volent en éclats. C'est souvent l'allumette qui met le feu aux poudres. On a tous déjà vécu ça. Imaginons une file d'attente interminable à l'aéroport. Soudain, quelqu'un passe devant tout le monde. Si on se dit « quel culot, il se moque de moi », c'est l'explosion de colère garantie. Mais si on remarque que cette personne a une carte de priorité pour un handicap, hop, la pression redescend. Le psychologue Leonard Berkowitz a mis le doigt sur un truc essentiel. Ce n'est pas l'événement en soi qui crée l'agressivité, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Et si on élargit ça à l'échelle de toute une société, ça donne la privation relative. C'est cette immense frustration qui s'installe quand il y a un gouffre entre ce que la société nous promet et la réalité quotidienne. Ajoutez à ça des éléments physiques tout bêtes, comme des vagues de chaleur étouffantes qui sapent notre patience, et cette accumulation de colère finit souvent par se décharger sur des cibles plus faibles, plutôt que sur le vrai problème. Ça nous mène tout droit à la redoutable mécanique du « nous contre eux ». Les expériences d'Henri Tajfel ont prouvé qu'on peut diviser les humains en groupes de façon totalement arbitraire, et en quelques minutes, l'hostilité commence. Pourquoi? Parce que notre ego est lié au statut de notre groupe. Le pire dans tout ça, c'est la déshumanisation. Quand on commence à réduire les gens de l'autre groupe à de simples objets ou à des nuisibles, le cerveau désactive littéralement sa fonction neurologique d'empathie. C'est terrifiant d'efficacité. Troisième partie, la violence. De nos écrans jusqu'à nos relations. Comment est-ce que cette agressivité s'infiltre dans notre quotidien? Retour en 1961. La célèbre expérience de la poupée Bobo a prouvé de manière incontestable qu'observer la violence, ça enseigne la violence. Des enfants voyaient un adulte frapper un jouet, et devinez quoi? Ils reproduisaient les mêmes gestes. Aujourd'hui, avec nos écrans allumés en permanence, on baigne là-dedans. Résultat, une vraie anesthésie émotionnelle. À force de voir la violence, le cœur s'habitue et notre empathie s'effrite. Mais la violence, ce n'est pas toujours spectaculaire ou physique. Parfois, elle est silencieuse. C'est ce qu'on appelle les biais implicites. Ce sont de petits raccourcis mentaux, nourris par notre culture, qui tournent en arrière-plan dans notre cerveau. Des gens avec les meilleures intentions du monde peuvent prendre des décisions discriminatoires sans même s'en apercevoir. Désapprendre ça, ça demande un vrai effort conscient. Et tout ça s'immisce dans ce qui devrait être notre refuge, nos relations intimes. La psychologue Lenore Walker a décortiqué un cycle tragique. Ça commence par une tension qui monte, puis c'est l'explosion. Ensuite vient la phase la plus manipulatrice, la réconciliation. Des promesses, un faux calme. C'est un paradoxe affreux, où l'abus physique se mêle à l'illusion du contrôle émotionnel, piégeant les victimes avec de faux moments de tendresse. Section 4, la psychologie des foules et des guerres. On passe à la vitesse supérieure pour observer ce qui se passe au niveau macroscopique. C'est vraiment la question qui fait froid dans le dos.
Comment des personnes ordinaires, qui ont une famille, une vie paisible, peuvent-elles soudainement se transformer et commettre des atrocités de masse? Le mot-clé ici, c'est la désindividualisation. Vous connaissez peut-être l'expérience de la prison de Stanford menée par Philippe Zimbardo? En gros, si on met un uniforme à quelqu'un, qu'on lui donne un pouvoir absolu et une forte identité de groupe, la conscience individuelle s'évapore. Noyé dans une foule ou une armée, on perd tout sens de la responsabilité personnelle. Et c'est la recette parfaite de l'atrocité. D'abord, l'obéissance aveugle. Stanley Milgram l'a prouvé. La majorité des gens iraient jusqu'à donner des chocs électriques mortels si une autorité le leur demandait. Ensuite, il y a l'idéologie. Les régimes font toujours passer la pierre des violences pour de la légitime défense. Ajouter un langage qui déshumanise et un effet de groupe qui dilue la faute, et pouf, la culpabilité disparaît totalement. 5e et dernière section, les chemins de l'esprit vers la paix. Car oui, heureusement, on a des solutions prouvées scientifiquement. On va commencer par casser un gros mythe. On entend souvent dire qu'il faut se défouler, taper dans un coussin quand on est en colère. Eh bien, c'est faux. Les chercheurs Bushman et Anderson ont trouvé que laisser exploser sa colère, ça l'amplifie, ça draine notre énergie et ça maintient l'émotion négative bien vivante dans notre esprit. Le vrai remède, c'est ce que James Gross appelle la réévaluation cognitive. C'est l'art d'entraîner son cerveau à changer le récit. Vous vous rappelez la file de l'aéroport? Modifier l'histoire qu'on se raconte sur un événement frustrant, ça fait chuter la pression émotionnelle instantanément. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence qui se muscle avec le temps. Un autre outil exceptionnel, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg. 4 petites étapes. Observer sans juger, exprimer ce qu'on ressent en utilisant le je, identifier le vrai besoin caché derrière cette émotion, et enfin faire une demande claire et négociable. C'est redoutable pour désamorcer un conflit en remplaçant l'attaque par l'empathie. Mais soyons réalistes, la paix ne dépend pas que de notre petite gymnastique mentale. Elle doit être intégrée dans l'architecture même de notre société. Ça passe par l'éducation émotionnelle dès la maternelle, la création de villes avec des espaces verts dignes, la justice économique et bien sûr, un système pénal qui mise sur la certitude et la réhabilitation plutôt que sur la pure cruauté. En fin de compte, comprendre toute cette mécanique de l'agression, ça ne doit pas nous déprimer. Au contraire, c'est extrêmement libérateur. Ça nous trouve noir sur blanc que la violence n'est pas une fatalité. C'est un phénomène qu'on peut gérer, qu'on peut désapprendre et remplacer par des choix totalement conscients. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Sachant tout ça, sachant que notre cerveau est hyper malléable, que notre environnement dicte beaucoup de choses, mais qu'on a les outils pour changer notre récit interne, face aux inévitables tensions de la vie, qu'allons-nous choisir ? Céder à nos vieux réflexes et construire des murs, ou faire l'effort quotidien et délibéré de construire des ponts. La paix est vraiment une décision de chaque instant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec moi. Gardons l'esprit grand ouvert.